ton accueil, Guillaume. Je suis très content de pouvoir discuter avec toi et puis avec vous tous aujourd'hui présents, et puis même ceux qui regarderont peut-être la vidéo en replay, évidemment. Juste 30 secondes en termes d'introduction, je me présente. Donc mon prénom c'est Félix. Je suis directeur conseil dans une société d'investissement qui s'appelle Goodvest. Goodvest, je présenterai un tout petit peu à la fin, mais voilà, on est une plateforme en fait d'épargne et d'investissement en ligne. Donc on construit et on distribue des solutions d'épargne et d'investissement pour des particuliers. Ça peut être des soignants ou ça peut être n'importe qui en soi. Et donc, voilà, ça se passe notamment dans le cadre du contrat d'assurance vie, du plan d'épargne retraite. On a également un livret. Il y a plusieurs solutions d'épargne et d'investissement qui existent. Et la particularité de Goodvest, c'est de construire des allocations financières qui sont les plus responsables possibles, avec une méthodologie extra-financière, comme on dit dans notre jargon, qui permet d'aller plus loin que le cadre un petit peu traditionnel de la finance dite responsable. Et donc voilà, j'aurai l'occasion de vous décrire ça un petit peu à la fin, parce que la priorité, ou en tout cas le thème principal de ce webinaire et de cet échange, c'est surtout de pouvoir vous parler, de vous présenter des bonnes pratiques qui peuvent exister en matière d'épargne, d'investissement. Bon, j'ai évidemment un peu préparé avec Guillaume et j'ai quelques tips entre guillemets à vous partager aujourd'hui. Il y a certainement, j'enfoncerai certainement quelques portes ouvertes, parce que peut-être que si vous vous intéressez déjà depuis quelque temps au sujet, il y a des choses qui vous paraîtront évidentes, et c'est à ce moment-là peut-être, si vous voulez creuser, si vous voulez rentrer un peu plus dans le détail, qu'il faudra vraisemblablement pas hésiter à intervenir, à poser des questions peut-être plus spécifiques. Je ne sais pas si l'idée du webinaire, c'est forcément de rentrer dans le détail très personnel de chacun de vos allocations. Je pense que c'est pas trop le lieu pour cela, mais voilà, d'aborder surtout des thématiques un petit peu générales sur tout cela. Guillaume, je ne sais pas à quel point tu veux compléter. Non, merci déjà de ta présence et d'avoir répondu. Présent pour l'organisation de ce webinaire. Moi, je suis entièrement d'accord. L'objectif est un peu de balayer les grands principes au niveau de l'investissement, de parler de l'investissement socialement responsable, parce que c'est aussi pour ça que j'ai choisi Goodvest et de faire appel à vous pour nous parler de ça, parce que vous êtes en tout cas des références dans le milieu. Donc voilà, n'hésitez pas à poser des questions, ça reste le plus interactif possible, voilà, qu'on passe un bon moment ensemble. Donc les soignants investisseurs, pour ceux qui me connaissent pas encore ou qui regardent la vidéo en replay, c'est une initiative que j'ai créée en septembre dernier. L'objectif est de donner des bases de connaissances financières aux soignants, parce que je suis parti d'un constat assez simple. Quand on est soignant, on n'a pas le temps de s'occuper de nos finances, donc soit on les laisse de côté, soit on les délègue à des gens qui ne sont pas toujours alignés avec nos intérêts. Et l'objectif, c'était un peu par de la pédagogie, l'organisation de webinaires, cette newsletter que j'essaie de publier 2 fois par mois, de donner des informations qui soient le plus sourcées possible et qui aident les soignants au quotidien, en tout cas, à pouvoir mieux gérer leur argent, et surtout à pouvoir avoir un interlocuteur être en tout cas plus éclairé quand ils sont face à des interlocuteurs qui veulent s'occuper de leur argent. Voilà. Eh ben écoute, on est parti ? On est parti. Après cette introduction. On est parti, et donc au programme aujourd'hui, effectivement, en concertation avec Guillaume, on s'est dit qu'il était relativement opportun de commencer par vous parler un petit peu des manières existantes pour identifier des placements réellement responsables. La finance et le monde de l'investissement financier, comme beaucoup de secteurs, c'est un secteur qui évidemment prend la vague de la thématique responsable, mais qui est évidemment sujette, encore une fois, comme tous les secteurs, à du greenwashing.
hein. Donc, il faut faire attention. Il peut y avoir beaucoup d'indicateurs déjà présents et on va voir lesquels ils peuvent être et comment nous, on s'inscrit dans cette démarche d'identification de placements réellement responsables. On fera un petit focus particulier sur l'épargne et l'investissement. Je vous partagerai ensuite quelques conseils et quelques bonnes pratiques. Quels sont un peu les incontournables quand on se projette à placer et investir son épargne, principalement à moyen et à long terme, hein, parce que vous le savez peut-être, mais l'investissement, c'est pas approprié quand on a un horizon de placement qui est court. Il faut se projeter dans le temps. On y reviendra tout à l'heure. Je vous ferai un petit point sur l'impact et les performances, parce que malheureusement, il y a quelques idées reçues à faire tomber, hein, sur le fait d'investir responsable. Il y a notamment une idée reçue assez forte qui est que malheureusement, on serait peut-être obligé de s'asseoir entre guillemets sur de la performance. C'est pas le cas, hein, déjà historiquement, et donc je vous repartagerai un petit peu d'infos sur ça, et puis à la fin, on parlera un tout petit peu de good vest, 3-4 slides sur la méthode qui est la nôtre et voilà, permettre de mieux comprendre et appréhender la manière dont nous, on travaille spécifiquement. Donc, si on commence par effectivement l'identification des placements réellement responsables, le premier point qu'on peut aborder aujourd'hui, et c'est peut-être celui que vous connaissez le mieux, c'est qu'il existe dans le monde de l'investissement financier des labels. Des labels, il en existe désormais beaucoup, hein. J'ai listé les 3 principaux ici, le label ISR, le label Greenfin, le label Finansol, mais il y en a même d'autres, hein. Il y a le label Towards Sustainability, France Relance, LuxFlag, etc., etc. Il en existe vraiment pas mal. Ces labels, ils aident quand même les épargnants et les investisseurs à flécher leur épargne vers des investissements qui sont alignés avec leurs valeurs écologiques et sociales, hein. C'est vraiment l'objectif de ces labels. En revanche, attention, parce qu'ils ont certaines limites. Alors historiquement, le label ISR présentait pas mal de limites, notamment parce que pour une raison principale, c'est que les critères d'exclusion des secteurs les plus néfastes n'étaient pas forcément toujours très exigeants, hein. Et donc, avant la refonte du label ISR qui a eu lieu il y a 2 ans de mémoire, on avait quasiment plus d'un fonds labellisé ISR sur 2 qui avait dans les 3 premières positions du fonds d'investissement une major pétrolière ou gazière. C'était quasiment 55%. Donc, voilà, c'était certes un premier indicateur peut-être intéressant, mais pas suffisant. Le label Greenfin, il est un peu plus exigeant, celui-ci, hein. Il a été construit par le ministère de la Transition écologique spécifiquement. Alors d'ailleurs que vous voyez l'autre label ISR, il dépend du ministère de l'économie et des finances. Donc, ils ont 2 autorités de tutelle différentes, 2 ministères différents. Et le label Greenfin, effectivement, plus exigeant sur la partie exclusion sectorielle, et surtout, il est assez ambitieux parce qu'il avait vraiment vocation à financer la finance dite verte. En revanche, pareil, dans les labels Greenfin, il existe, et c'est pas nécessairement mentionné ici, mais il existe la possibilité pour les gérants de fonds qui ont labellisé des fonds d'investissement Greenfin d'avoir accès à des poches de diversification. En général, ça représente 5-10% des fonds Greenfin. Et dans ces poches de diversification, on ne finance pas nécessairement des éco-activités. Alors, on peut financer effectivement d'autres secteurs et qui peuvent parfois correspondre à des secteurs qu'on ne cherche pas nécessairement à privilégier. Donc, même avec Greenfin, il faut faire preuve de vigilance et il faut, disons, pas se satisfaire du label Greenfin uniquement en tant que tel. Le label Finansol, lui, est peut-être moins connu que les 2 précédents en soi et permet en fait d'avoir un indicateur surtout sur l'investissement où l'épargne est fléchée vers des sociétés plutôt à vocation sociale, sociétale, et donc voilà, il est très complémentaire en soi des 2 premiers, évidemment, labels. Tout ça pour vous dire que les labels, c'est un bon début, mais c'est pas suffisant. Il existe aussi, dans le monde de l'investissement financier, une réglementation européenne, dite SFDR. Alors, pardonnez mon accent, mais voilà, Sustainable Finance Disclosure Regulation. Et
cette réglementation SFDR, c'est un deuxième niveau d'indication ou d'indicateur pour vous, pour les épargnants, pour nous, pour effectivement savoir si les fonds d'investissement présents sont responsables. Il y a 3 articles qui sont intéressants, article 6, article 8, article 9. Le 6, article 6 SFDR correspondant à des fonds qui n'ont pas d'objectif de durabilité particulière. Donc souvent, effectivement, c'est des fonds qui sont pas très exigeants sur ces thématiques-là. Article 8, donc le fonds intègre des caractéristiques environnementales ou sociales et peut investir dans des actifs durables. Et 9, le plus exigeant, le produit contribue directement à la réalisation d'objectifs environnementaux et sociaux précis. Une des différences qu'il peut y avoir entre les deux, c'est qu'effectivement, notamment dans les articles 9, on va avoir l'obligation de reporting plus importante pour les gérants de fonds. Voilà, ce qui est évidemment une sorte de contrainte, mais une contrainte absolument nécessaire pour aussi assurer les épargnants et les investisseurs qui vont flécher vers des supports d'investissement réellement plus responsables. Et ça, on peut le retrouver facilement, le fait que ce soit marqué article 6, 8 ou 9, en regardant le fond? Ouais, on peut le retrouver assez facilement, exactement. Souvent, c'est référencé sur les documents d'information clés, les DIC, qui sont une sorte de fiche d'identité présente pour chaque fonds. Donc voilà, c'est des documents qui sont assez intéressants en général. Alors malheureusement, il y a beaucoup de jargon et c'est souvent difficile à décrypter. Mais quand on commence à s'intéresser à ce sujet, effectivement, on peut retrouver ces informations quand même assez facilement, notamment sur ces DIC ou d'autres documents réglementaires des fonds d'investissement. Mais ça nécessite quand même de faire l'effort, d'aller creuser un petit peu et de regarder ces documents réglementaires. Donc voilà, les labels, la réglementation SFDR, ça c'est en gros un petit peu les seuls indicateurs qui peuvent exister quand on s'adresse à un acteur un peu traditionnel de l'investissement, une banque un peu traditionnelle, ou même une banque en ligne un peu classique qui existe depuis longtemps, etc. Ça va rarement plus loin. Alors effectivement, l'idée, et là je rentre un petit peu déjà dans le détail de Goodvest, mais c'est pour vous dire que en fait il faut aller plus loin que ça, parce que la finance responsable, évidemment, c'est pas une question uniquement d'indicateurs réglementaires, c'est aussi une question de science. Et même aussi et surtout en réalité, évidemment. Et donc, effectivement, la valeur ajoutée, les innovations les plus importantes qu'on ait su apporter chez Goodvest historiquement, une entreprise qui existe depuis 2021, c'est notre capacité à avoir intégré des indicateurs scientifiques. C'est-à-dire qu'effectivement, au-delà des labels et au-delà de la réglementation SFDR, article 6, 8, 9, il faut intégrer d'autres critères. C'est ces critères que vous voyez ici sur cette entonnoir, où effectivement, on va avoir plusieurs filtres, plusieurs étapes de sélection. Et vous verrez effectivement que la première étape consiste tout simplement à exclure strictement tout un tas de secteurs d'activité qui sont considérés comme trop néfastes et qui ne nous permettront pas d'atteindre nos objectifs collectifs de réduction des gaz à effet de serre. Ça concerne les énergies fossiles sur tous les métiers, de la production à l'extraction, en passant par le raffinage, etc. Ça concerne aussi d'autres secteurs comme le tabac, l'armement, les divertissements pour adultes, etc. Tout ça, il faut l'exclure strictement des allocations pour être certain, effectivement, d'avoir déjà des allocations dites responsables. La partie la plus scientifique du sujet, c'est les étapes 2 et 3. Analyse de l'empreinte carbone, analyse de l'empreinte biodiversité. Il existe aujourd'hui, depuis déjà quelques années, des acteurs qui sont pas nécessairement des acteurs financiers, mais qui sont des providers, des fournisseurs, de données extra-financières qui peuvent être collectées par les sociétés financières comme Goodvest ou comme d'autres. Et effectivement, nous, c'est ce qu'on a construit dans notre méthodologie en intégrant des données produites par des acteurs comme Carbone 4 Finance, spécifiquement, la filiale finance du cabinet de conseil français et indépendant Carbone 4, où en fait, on va collecter beaucoup de données. Alors, carbone d'abord, on va regarder l'ensemble des émissions carbone des entreprises présentes dans les fonds d'investissement, sur tous les scopes d'émissions.
Et là, effectivement, donc les scopes à la fois directs et indirects, ces fameux scopes 1, 2, 3 d'émissions carbone. Et effectivement, on va pouvoir agréger toutes ces données pour obtenir en fait une intensité carbone globale à l'échelle des portefeuilles de nos clients et traduire ça en trajectoire de réchauffement climatique précise. Ça veut dire que grâce à ces données, on sait dire, au-delà du label, au-delà de la réglementation SFDR, si le fonds d'investissement peut être compatible avec l'accord de Paris sur le climat, et est-ce qu'il va émettre une quantité de carbone supérieure ou inférieure à une trajectoire supérieure ou inférieure à 2 degrés. L'idée, c'est d'être aligné à l'accord de Paris sur le climat, sur tous les scopes d'émissions. Idem avec la biodiversité. Est-ce que tu peux nous dire en un mot ce que c'est entre l'émission induite c'est ça en fait les scopes différents. Est-ce que tu as en 1 ou 2 mots sans que ça devienne trop complexe, mais... Oui, alors effectivement, sans que ça devienne très complexe, et moi par ailleurs je suis pas non plus un expert de ces sujets, mais en tout cas effectivement, les scopes d'émissions, je disais direct et indirect, c'est-à-dire qu'effectivement on a le scope 1 qui est le scope d'émissions directes des entreprises, donc on prend une entreprise et on regarde par exemple une entreprise, je vous dis n'importe quoi, un constructeur automobile. Un constructeur automobile, ses émissions directes, c'est en gros toutes les émissions de gaz à effet de serre qui vont être produites au moment de la production des voitures dans ses usines, par exemple. Ou alors de la consommation de ces data centers pour ces équipes d'ingénieurs, peu importe. Ça, c'est direct. Et les scopes 2 et 3 sont des scopes indirects, mais ils comptent énormément, évidemment, et ils vont inclure notamment les émissions indirectement liées à l'activité du constructeur automobile. Ça peut être en amont ou en aval. Alors du coup, en amont, on va retrouver les fournisseurs. Évidemment, un constructeur automobile va avoir un certain nombre de fournisseurs. Et donc, c'est important de tenir compte aussi des émissions de gaz à effet de serre qui sont produites par ces fournisseurs. Et en aval, ça va être par exemple les clients. Voilà, un constructeur automobile, il va vendre des voitures et ces voitures, elles vont évidemment émettre du CO2. Et donc, on va regarder aussi les émissions de gaz à effet de serre des clients finaux, des gens comme vous et moi qui conduisons une voiture et qui émettons du carbone éventuellement quand c'est pas une voiture électrique. Enfin, même quand c'est une voiture électrique, parce qu'au moment de la production, il y a quand même des émissions évidemment qui sont liées. Mais en tout cas, voilà, c'est ça l'idée des scopes d'émissions directes, indirectes. Et c'est important d'avoir toute la chaîne, parce que si on se concentre uniquement sur les scopes directs, évidemment, on oublie une partie importante potentiellement du problème en amont et en aval. Donc ça, c'est pour la partie carbone. Pour la partie biodiversité, c'est pareil. Alors, on s'appuie sur des données à nouveau fourni par Carbone 4 Finance, mais en partenariat avec un autre fournisseur de données extra-financières qui s'appelle la CDC Biodiversité. C'est un acteur public que vous connaissez, la Caisse des dépôts et des consignations. Ce sont des équipes de scientifiques, ils ne sont pas des financiers, ce sont vraiment des scientifiques à la Caisse des dépôts et des consignations qui construisent des indicateurs pour les financiers comme Goodvest ou comme d'autres. Et ils ont construit des indicateurs qui permettent effectivement de comprendre à quel point tel ou tel secteur d'activité va venir altérer des espaces naturels de biodiversité. Et donc ça, c'est des données dont on dispose désormais. Et c'est justement ce on intègre historiquement dans les allocations de nos clients. Ça peut paraître assez évident quand on cherche à construire des allocations responsables, mais ce qu'il faut considérer, c'est que on a été vraiment les premiers et les pionniers chez Goodvest à intégrer les indicateurs carbone. On est aujourd'hui les seuls à intégrer pour des gestions pilotées en assurance vie, PER, etc., ces données aussi poussées sur la biodiversité. Donc, même si c'est existant, on est trop peu nombreux aujourd'hui à utiliser ce type de données. Et donc, pour pas passer trop de temps sur ce sujet, j'avance un petit peu, mais on va s'attacher par ailleurs à regarder l'engagement actionnarial des sociétés de gestion de portefeuille avec lesquelles on travaille. Nous, Goodvest, notre travail, c'est de sélectionner des fonds d'investissement, pas de les construire. Et donc, quand on les sélectionne, on regarde chez qui on va les sélectionner. Ça peut être des gens comme Mirova Asset Management, BNP Asset Management, Dorval, Montpensier Finance, peu importe. Il existe plein de sociétés de gestion de portefeuille. On travaille en architecture ouverte. Et notre travail, c'est justement de se dire, intéressant ce fonds d'investissement, mais au-delà du fonds que cette société de gestion de portefeuille produit, quel est son niveau d'engagement, notamment en assemblée générale des entreprises pour lesquelles il est actionnaire à travers son fonds d'investissement. Et là, on va analyser notamment leur politique de vote aux assemblées générales des entreprises et notamment pour toutes les résolutions qui concernent des thématiques RSE. On regarde déjà le taux de présence
et la politique de vote sur ces thématiques RSE pour les entreprises. C'est intéressant et ça nous pousse à être hyper exigeants avec les acteurs avec lesquels on travaille et d'ailleurs à faire le choix de ne pas travailler avec un certain nombre d'acteurs, hein, et notamment on ne travaille pas, j'allais dire malheureusement, oui malheureusement, avec beaucoup de sociétés de gestion de portefeuille américaines qui sont les plus importantes du monde, qui produisent des fonds d'investissement qui sont d'un point de vue financier toujours très efficients, très bien construits, mais effectivement qui vont pas avoir de politique d'engagement actionnarial qui sont suffisamment satisfaisants. Et puis, une fois qu'on a fait tout ça, eh bien, on va regarder des critères beaucoup plus financiers, le niveau des frais, les ratios de diversification, les ratios de risque, etc., etc. La qualité de l'équipe de gestion quand c'est des fonds actifs ou la qualité de réplication quand c'est des trackers ou des ETF, hein, des fonds indiciels, etc., etc. Donc ça, c'est pour vous dire qu'il existe aujourd'hui des manières de dépasser ce qu'il existe dans le monde de la finance un peu traditionnel et même avec des filtres responsables, entre guillemets, qui utilisent uniquement les labels et la réglementation SFDR. Il faut aller plus loin pour réduire au maximum le risque de greenwashing. Et c'est ce que nous, on essaie de faire effectivement depuis quelques années déjà. Guillaume, peut-être tu veux, pour ce premier point... Non, c'était très clair. Merci beaucoup. On voit qu'il y a une vraie volonté, parce que c'est vrai que faire le tri entre des fonds qui, des fois, s'affichent verts et la réalité, il y a souvent une marge. Et en fait, on est vite perdu, nous, en tant que particulier, parce qu'on ne sait pas. En fait, on nous dit, bah oui, c'est vert. Et en fait, quand on va aller creuser un peu dans le fond, et si on veut s'amuser un tout petit peu à regarder les allocations, on se rend compte qu'il y a un peu de majors pétroliers, où il y a des produits gaziers, ou des services qui distribuent des énergies fossiles. Et du coup, en fait, on peut pas faire ce travail de vigilance seul, c'est compliqué. Et donc, c'est vrai que ça demande un vrai travail, quoi. Ouais, c'est quasiment impossible, hein, pour un investisseur particulier de le faire de manière aussi poussée, notamment parce qu'il faut avoir accès à beaucoup de bases de données, des bases de données qui sont souvent payantes. Il y en a quelques-unes qui sont accessibles librement, etc. Mais il y en a beaucoup qui sont payantes. Et donc, c'est évidemment pas possible pour un investisseur particulier de payer des bases de données aussi importantes sur ces sujets scientifiques. En tout cas, pour avancer un petit peu sur la partie épargne et investissement, là c'est très global, mais effectivement mettre de l'argent de côté, vous le savez comme moi, c'est dépenser moins aujourd'hui pour faire face à des sorties d'argent futures. Et il existe plein de raisons d'épargner et d'investir, évidemment. D'abord faire face à des imprévus, ensuite prévoir des projets futurs et les financer. Également, on peut se dire qu'on ne souhaite pas subir l'inflation. L'inflation, ça a quand même été un sujet très important des dernières années. Ça s'est bien tassé depuis 12-18 mois, mais ça a été quand même, évidemment, depuis l'éclatement de la guerre en Ukraine, un gros sujet pour tous les Français de manière générale, et même les Européens, ou tout le monde en réalité. Et ça peut être également de contribuer à une cause. En fait, il ne s'agit pas uniquement de faire face à des imprévus, de financer des projets futurs, etc. On peut aussi se dire, mon épargne, je veux qu'elle finance telle ou telle thématique qui me tient à cœur, pour lesquelles j'ai des convictions spécifiques ou particulières, ou juste qu'elle finance un monde tout simplement soutenable à moyen et à long terme. Hop, j'avance trop vite, c'est la difficulté du scroll. Il existe effectivement, ça j'aurais pu le mettre peut-être dans la partie conseil, même juste après, mais ça c'est un sujet qu'on pourra peut-être creuser un petit peu plus tard. Et d'ailleurs, j'ai quelques graphes qui permettront de l'illustrer, ce phénomène intérêt composé. J'ai mis une photo d'Einstein ici, parce qu'il y a une légende urbaine. Alors c'est pas, je crois que c'est pas la vérité, hein, qui dit qu'effectivement, Albert Einstein, et donc je le cite ici, aurait considéré les intérêts composés comme la 8e merveille du monde. Et donc, celui qui les comprend s'enrichit, celui qui ne les comprend pas le paye. Et pourquoi le paye? Parce que effectivement, par ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que les intérêts peuvent être composés. C'est un phénomène où les gains génèrent eux-mêmes des gains, et donc on a un effet exponentiel à long terme dans le monde de l'investissement. Mais ce qui est également exponentiel, c'est la tarification.
c'est les frais. Et donc, c'est aussi un sujet qu'il faut être en capacité de bien comprendre. Et donc, évidemment, ça nécessite pour les acteurs de faire preuve d'une transparence totale, maximale. Mais voilà, aussi bien les intérêts sont effectivement peut-être la 8e merveille du monde, peut-être que voilà, les frais, eux, vont être la principale catastrophe du monde s'ils sont pas connus et maîtrisés pour les épargnants et les investisseurs. Donc c'est vraiment une idée qui est hyper importante à avoir en tête quand on épargne et quand on investit à long terme. Et ici, on arrive effectivement à une pyramide. Une pyramide, alors tout à l'heure c'était un entonnoir, maintenant c'est une pyramide. On inverse les modèles. Effectivement, là, l'idée de cette pyramide, c'est de se dire, voilà, la base de l'épargne, c'est d'abord, évidemment, avant même d'épargner, c'est de se loger. On peut acheter son logement principal, on peut le louer, peu importe. Mais en tout cas, effectivement, c'est un petit peu la base, évidemment, de la vie normale. Et puis ensuite, quand on est en capacité d'épargner et d'investir, effectivement, on commence par épargner, et notamment par se constituer de l'épargne de précaution. C'est un sujet que vous avez certainement tous entendu parler. C'est quoi de l'épargne de précaution? C'est tout simplement de l'argent qu'on va garder disponible, réparti entre son compte courant ou ses comptes courants et un ou plusieurs livrets. Et là, l'épargne de précaution, effectivement, il y a des niveaux un petit peu différents. De manière assez standard, il est souvent recommandé de conserver peut-être l'équivalent de 3 à 6 mois d'équivalent de revenus. Alors, certains parfois parlent en niveau de charge mensuelle. Moi, j'avoue que je préfère parler en équivalent de revenus mensuel, parce que si on se limite dans son épargne de précaution à parler en charge mensuelle, si on a un pépin dans la vie, puisqu'en fait l'épargne de précaution, ça sert à ça, à pallier un pépin important dans la vie où on n'a plus de revenus et on a besoin de mobiliser de l'argent rapidement. Si on n'épargne sur des livrets par exemple que sa capacité à pallier à des charges régulières, et en fait derrière on peut pas vivre, peut-être potentiellement on peut pas continuer ses loisirs éventuellement normalement. Donc moi j'avoue que je préfère cette marge de sécurité un peu plus importante en parlant d'équivalent de mois de revenus. Et donc là, ça dépend des uns et des autres. Peut-être que quand on est un jeune actif célibataire, 2-3 mois de revenus peuvent suffire. Peut-être que quand on est dans la trentaine ou dans la quarantaine, qu'on a une famille avec des enfants plus ou moins jeunes, on peut avoir des charges un peu plus importantes. Là, on peut peut-être se dire que 4-6 mois d'équivalent de revenus peuvent suffire. Peut-être qu'on peut aussi regarder la visibilité ou disons la situation professionnelle. Quand on est salarié en CDI, on a potentiellement plus de visibilité que quand on est indépendant ou éventuellement chef d'entreprise, chef d'une petite entreprise ou même libéral potentiellement pour des soignants par exemple. Et dans ce cas-là, on peut se dire que il faut un peu plus que 8 mois et peut-être d'aller jusqu'à 1 an d'équivalent de revenus pour certains profils un peu prudents d'épargnants et d'investisseurs. Voilà. Donc ça dépend de la situation des uns et des autres en réalité. Et puis après, une fois que cette épargne de précaution est constituée, là, il est intéressant non plus de flécher son épargne vers des supports liquides, disponibles et sécurisés, mais vers des supports plutôt d'investissement, investissement immobilier, investissement boursier, investissement dans des actifs non cotés. Tout ça, c'est de l'épargne que moi j'appelle de l'épargne projet. C'est de l'épargne qui va permettre d'être fléchée vers des actifs, alors plus nécessairement garantis, voire plus du tout garantis, mais qui vont disposer d'un potentiel de performance plus important à long terme pour justement préparer vos projets futurs à moyen et à long terme. Et là, des projets, on est tous différents. Peut-être que ça peut être, je sais pas, préparer une transition professionnelle dans 5 ans, préparer les études des enfants dans 15 ans, préparer la retraite dans 30 ans. Ça dépend de son âge, de sa situation familiale, personnelle, patrimoniale, etc. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment d'avoir ces 2 socles, épargne de précaution d'un côté, épargne projet de l'autre. Et dans l'épargne projet, d'envisager, en fonction des horizons de placement qu'on a, une stratégie financière d'allocation qui va être différente. Alors toujours avec cette logique de diversification, qui est quand même une logique évidemment très importante dans le monde de l'investissement.
Mais c'est l'idée de cette pyramide, voilà, de faire les choses un peu progressivement, de commencer par la base et puis au fur et à mesure de monter vers des actifs. Et la pointe de la pyramide, c'est souvent ce qu'on appelle des actifs un peu exotiques. Et donc là, on peut retrouver par exemple, je sais pas, il y a des gens qui sont passionnés d'art, ça peut être des achats de tableaux, de montres, peu importe. Il y a des gens qui vont être passionnés d'innovation technologique. Moi, je considère par exemple des crypto-actifs comme des actifs un peu exotiques. Et donc là, il faut être vigilant, en avoir, allez, entre 5, 10, grand maximum 15% de son patrimoine global, parce que ces actifs, évidemment, souvent peu liquides ou très risqués, très volatiles. Et donc, si on a une appétence particulière pour ce sujet, pourquoi pas? Mais être très vigilant dans les proportions qu'on a de ces actifs-là dans son patrimoine global. On met pas tout en Bitcoin, quoi. Exactement. On met surtout pas tout en Bitcoin, tout à fait. Et ça, c'est une erreur qu'on voit quand même assez régulièrement. Et on voit beaucoup, en fait, notamment là, avec la démocratisation des plateformes d'investissement, énormément avec une gamification aussi de la finance, des jeunes ou des moins jeunes, hein, qui se mettent à se lancer dans des actions ou dans des choses un petit peu plus de la crypto, alors qu'ils n'ont pas constitué ni leur épargne de précaution, qu'ils n'ont rien acheté. Et donc, c'est un peu... alors, c'est très bien, au contraire, mais c'est un peu le revers de la médaille, quoi. Oui, exactement. Et puis, c'est effectivement sauter des étapes essentielles de la construction d'un patrimoine. Je suis d'accord avec toi, Guillaume. Voilà, c'est peut-être bien parce que ça permet un accès un peu plus simple au monde de l'investissement, qui est historiquement quand même un peu renfermé sur lui-même et peu accessible, mais parce que peu transparent par ailleurs. Et en revanche, voilà, faut faire attention quand même à pas griller trop d'étapes et pas être surexposé à des actifs très risqués. C'est évidemment essentiel. On passe sur la partie quelques conseils. Alors là, c'est des slides. Vous verrez qu'ils sont... hop. C'est la même slide, celle-ci. J'aurais pu la supprimer, mais vous connaissez l'adage, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. C'est effectivement l'idée, voilà, de se constituer son patrimoine étape après étape. J'y reviens pas parce qu'on vient d'en parler. Et pour la suite, j'essaye de faire défiler doucement parce que avec le scroll, c'est un peu difficile. Mais donc, effectivement, il y a dans les bonnes pratiques, et là, je parle effectivement de l'investissement financier, notamment sur les marchés financiers en bourse, comme on dit communément. Cette idée qu'il faut effectivement prendre du recul face à un passé tumultueux, ou même parfois le présent aussi est tumultueux. C'est souvent la réalité de tous les investisseurs, de se dire bon bah voilà, je fais face depuis quelques mois, quelques trimestres, quelques années à des moments difficiles sur les marchés financiers. Il est hyper important d'envisager l'investissement à long terme parce qu'effectivement, malgré ces moments difficiles, et on voit sur ce graphique, là j'ai pris l'exemple d'un indice un peu global sur les marchés actions qui s'appelle le MSCI World. Pour ceux qui sont pas familiers avec ce terme, MSCI World, si vous voulez, c'est l'équivalent du CAC 40, notre indice national français, les 40 plus grandes capitalisations cotées en France. Le MSCI World, c'est l'équivalent au niveau mondial, avec, je crois de mémoire, les 1600 plus grandes capitalisations du monde. Alors là, il n'y a pas de filtre ESG, environnemental, social ou de gouvernance. On est vraiment dans quelque chose d'un peu théorique et global. Mais c'est pour vous montrer effectivement que malgré les difficultés qu'on a pu connaître historiquement, certains d'entre vous se souviennent peut-être de la crise de la bulle Internet en 2000. Il y a évidemment aussi eu le 9 septembre. Et puis après la crise des subprimes. Tout ça, ça provoque effectivement des baisses, des crises, des cracks. Ça arrive régulièrement sur les marchés financiers. C'est la vie normale un petit peu des marchés. Alors, des grosses crises ou des gros cracks comme on en a connu en 2000, 2008, 2009, ou même pendant le Covid, où il y a eu, après l'éclatement de la guerre en Ukraine, il n'y en a pas non plus tous les ans, heureusement. Mais effectivement, on voit quand même que malgré toutes ces crises, à long terme, les marchés, effectivement, suivent une courbe plutôt haussière. Donc, c'est vraiment très important de projeter ces investissements à long terme parce que c'est le temps qui va vraiment être votre meilleur allié dans cette histoire. Et ça, je vais y revenir juste après, cette notion de temps qui est une notion absolument essentielle.
Ici, je voulais souligner le fait que il existe des coûts d'opportunité qui sont pas à négliger, c'est le titre. Mais en fait, l'idée derrière ça, c'est de se dire, il y a un adage anglo-saxon qui dit time in the market is better than timing the market. Ça veut dire que le temps qu'on passe à être investi est plus efficace et meilleur que le temps qu'on passe à essayer de battre le marché. Et donc en fait, ça c'est absolument essentiel et c'est notamment décrit sur cette slide. C'est le phénomène des meilleurs jours de bourse. Le phénomène des meilleurs jours de bourse, c'est très important. Si on regarde sur des périodes d'investissement longues, ici on a pris une performance annualisée sur un indice qui est un autre indice que le précédent, c'est le MSCI Europe. Voilà, on aurait pu prendre le MSCI World à nouveau, mais on prend ici le MSCI Europe, peu importe pour l'exemple. Quelqu'un qui aurait éventuellement été investi sur toute la période pendant 10 ans, il fait un peu plus de 7% de performance en moyenne par an net de frais. Celui qui aurait raté ne serait-ce que les 10 meilleurs jours de bourse par an, 10 sur 300 et quelques jours de bourse, sa performance est divisée par 3 presque. Il fait 2,5% en moyenne par an. Et vous voyez, ici, celui qui rate les 20 meilleurs jours de bourse par an, sa performance, elle est négative. Donc en fait, c'est cette idée de se dire, faire des allers-retours, essayer de timer le marché, essayer de battre le marché. En fait, statistiquement, ça fonctionne pas parce qu'on s'expose au fait de rater les 10, 20, 30, 40 meilleurs jours de bourse par an qui représentent souvent que 1, 2, 3, 4, 5% des jours sur une année. Donc effectivement, il vaut mieux rester investi à long terme et traverser même ces périodes difficiles de baisse, de crise, voire parfois de crack sur les marchés financiers, que d'essayer de se dire, OK, je sors maintenant, je rentrerai plus tard, parce que ça, c'est le meilleur moyen de rater ces meilleurs jours de bourse et au final, de dégrader la performance globale de son investissement. Ça, c'est vraiment une bonne pratique qu'il faut avoir en tête et on l'a pas tous souvent en tête, cette bonne pratique. Et ça, le truc, c'est d'éviter en fait d'être tout le temps avec les yeux rivés sur le marché en fait. Vous avez votre poche d'allocation, vous savez que vous investissez tant cette année dans la bourse, par exemple, et ben, soit vous divisez cette somme-là en 12 et puis vous faites t'en parleras peut-être après, du dollar cost averaging un petit peu régulièrement, soit sinon vous investissez et puis vous laissez en fait votre argent dessus, quoi. Et c'est vraiment c'est ça qui évite de se faire ramasser et se gaver, quoi. Absolument, c'est primordial et on reparlera du DCA, effectivement, de ce phénomène de lissage juste après, qui est un élément intéressant effectivement pour maîtriser le risque aussi de son investissement à long terme. J'en parle juste ici en fait. Tu vois, j'avais même pas toutes les slides précisément en tête, mais j'en parle ici. Le DCA, ce que dit Guillaume, Dollar Cost Averaging, c'est le fait de verser progressivement. Par exemple, tous les mois ou tous les trimestres, en tout cas de verser régulièrement sur son investissement. Ça permet en fait le versement régulier quand on verse sur un plan d'investissement, un contrat d'assurance vie, un plan d'épargne retraite, peu importe. Ça permet mécaniquement d'acheter progressivement des nouveaux titres en portefeuille. Et quand on achète progressivement des nouveaux titres, évidemment, les marchés montent et baissent progressivement. Donc, on achète à des points de marché qui sont toujours différents. Ça veut dire qu'en fait, on va moyenner en quelque sorte le prix d'acquisition de ces titres en portefeuille. Et ça, effectivement, c'est ce phénomène de lissage, de DCA dont parle Guillaume. Et là, ici, on a pris un exemple avec un graphe qui est assez parlant. Et ce graphe, on l'a volontairement pris à la veille de la crise des subprimes. Vous voulez cette grande crise, vous souvenez cette grande crise financière qu'on a connue à la fin des années 2000, avec la chute de Lehman Brothers aux États-Unis. Il y avait eu effectivement une grande crise financière qui s'en était suivie. Et ça avait provoqué un crack très important sur les marchés financiers. Les marchés actions avaient perdu 40 à 45% de leur valeur en l'espace de quelques mois. Donc c'était vraiment très impressionnant parce qu'un investisseur qui avait versé 1 000 €, 18 mois plus tard, il se retrouvait avec 600 € ou 550 € sur son contrat d'assurance vie. C'est quand même très impressionnant, quoi. Et effectivement, ici, on a deux courbes.
une courbe avec donc ça va être la courbe bleue avec les versements programmés et la courbe orange sans les versements programmés. Et effectivement, ici, on voit que celui qui n'a pas mis de versement programmé et qui a tenu sa position de 10 000 € sans mensualité pendant plusieurs années, en fait, son time to recovery, le temps qu'il lui faut pour revenir au point zéro, il est hyper long parce qu'il s'est pris la crise très, très tôt, tout de suite, et il lui faut quasiment 5 ans, entre 2007 et 2012, pour revenir au point de départ, parce qu'il a traversé cette grave crise financière. En revanche, vous voyez, le time to recovery pour la personne qui a mis en place des versements réguliers, il est beaucoup plus rapide ici, parce que cette personne-là, avec la courbe bleue, en fait, elle a acheté ici progressivement pendant que les marchés baissaient grâce à ces versements programmés. Et donc, quand il y a eu les rebonds, parce qu'effectivement, derrière les crises, derrière les cracks, il y a toujours des rebonds qui interviennent, et ben, quand il y a eu des rebonds, il a pris un effet de levier sur le rebond qui est beaucoup plus important que celui-ci. Et là, effectivement, on voit qu'il y a une différence de performance en bout de période qui est très importante, puisque l'investisseur avec des versements réguliers a plus de 20% de performance ici au bout de 5 ans, alors que celui qui n'en avait pas est tout juste revenu à zéro. Ça, c'est vraiment aussi une des bonnes pratiques essentielles quand on investit, de se dire, si on a une capacité d'épargne régulière, mensuelle, trimestrielle, etc., il faut absolument flécher cette capacité d'épargne régulière vers ses investissements, pas le faire vers son épargne de précaution, ça n'a pas de sens. Quand l'épargne de précaution est déjà constituée, on la laisse en l'état, et éventuellement quand on puise dedans, parce qu'on en a besoin, là on peut la reconstituer en priorité, mais quand elle est déjà constituée, on flèche vers l'investissement, parce que c'est là qu'on a le levier de maîtrise du risque qui est le plus important, et surtout aussi le levier de maximisation de l'effet des intérêts composés qui est le plus important. J'avance si vous n'avez pas de questions ou de points particuliers à aborder. Je vous parlais tout à l'heure du temps. Le temps, c'est effectivement... c'est facile, le temps, c'est de l'argent. Non, mais c'est le levier le plus important, c'est l'actif le plus important que vous avez devant vous. Il faut commencer impérativement le plus tôt possible. Pourquoi? Parce que on va voir sur ce graphe, c'est très intéressant. On a ici deux personnes, Camille d'un côté et Dominique de l'autre. Ces deux personnes, elles placent la même somme d'argent, 23 000 €, mais sur des périodes complètement différentes. On a Dominique qui s'y prend un petit peu tard. Elle place 23 000 € sur 15 ans. C'est-à-dire qu'elle commence avec 5 000 € et puis elle met 1 200 € tous les mois. Alors que Camille, elle a très anticipé les choses et elle va placer 5 000 € puis 600 €, pardon, pas tous les mois, tous les ans. Pardon. Mais ça fera 23 000 € également à la fin. On voit ici ce phénomène d'intérêt composé être de plus en plus important. Avec le temps, effectivement, ce côté exponentiel de les gains que je génère progressivement, comme ils sont réinvestis, capitalisent et génèrent eux-mêmes des gains, et cet effet boule de neige est de plus en plus important avec le temps. Et donc, évidemment, plus on commence tôt, mieux c'est, parce qu'on peut vraiment maximiser cet effet boule de neige pour son épargne. Et on voit que malgré ces 23 000 € placés à la fois par Camille et par Dominique, à la fin, on a Dominique qui va avoir au bout de 15 ans un peu plus de 37 000 € de capital. Et on verra ici Camille qui aura, elle, un capital beaucoup plus important, 63 000 €. C'est pas mentionné dans cette slide. J'ai pris une hypothèse de rendement de 5% par an. Mais donc voilà, on voit ici la différence importante. D'où l'intérêt de commencer très tôt et de faire de l'éducation financière très tôt, pour qu'on commence à mettre de côté déjà un petit peu et de le faire travailler, cet argent. Exactement. Et d'où l'intérêt, tu as raison Guillaume, d'accélérer l'éducation financière, parce que c'est des mécaniques, c'est des mécanismes qui sont quand même assez peu connus, assez peu appréhendés par les épargnants de manière générale, et donc il faut qu'on soit très nombreux à participer à cet effort d'éducation financière.
C'est peut-être une des dernières slides de ma partie conseil. Ici, c'était pour illustrer le fait que quand on est investisseur, évidemment, que ce soit vous ou moi ou Guillaume, on a tous des biais émotionnels. C'est normal. C'est la vie normale de l'investissement financier. Et on va effectivement passer par des phases toujours un petit peu différentes. Quand on voit son portefeuille monter, plus 5, plus 10, plus 15% en fonction du niveau de risque qu'on prend, bah c'est super, on va être optimiste, puis enthousiaste, puis peut-être s'emballer, peut-être arriver à un niveau d'euphorie. Et puis au contraire, quand on voit son portefeuille baisser, eh bien là, on passe par différentes phases de déni, de crainte, de désespoir, voire de découragement, etc. Donc, ces phases-là émotionnelles, ces biais cognitifs et émotionnels, ils sont totalement dans la normalité des choses. Et il faut absolument les neutraliser au maximum parce que ces biais cognitifs peuvent nous faire prendre des décisions financières qui sont irrationnelles, qui vont pas être bonnes pour nos investissements respectifs, que ce soit les miens, les vôtres ou ceux de Guillaume. Et donc, c'est pas toujours simple de le faire, mais une des meilleures manières de s'en défaire, c'est de déléguer. C'est de déléguer ses investissements, ses portefeuilles, assurance vie, PER, PEA, etc., à des gens qui sont comme Goodwell, tout comme d'autres acteurs de gestion privée, de banques traditionnelles, etc., qui vont pas avoir ces liens émotionnels et cognitifs avec votre investissement et qui prendront des décisions toujours rationnelles pour votre épargne. Donc ça, c'était pour illustrer aussi. Et moi, j'ai vu, ça fait une petite quinzaine d'années, non, une douzaine d'années que je fais ce métier de conseil en investissement financier. Et donc, j'ai vu quelques étapes importantes. Voilà, la crise de la dette européenne 2012-2013, la crise commerciale en 2018, États-Unis-Chine, la crise Covid évidemment en 2020-2021. Toutes ces crises qui ont eu des impacts importants sur les marchés financiers. J'ai vu beaucoup d'investisseurs malheureusement tomber dans ce piège des biais cognitifs et émotionnels et prendre des décisions parfois désastreuses pour leur épargne, en voulant couper leur position à des moments qui sont les plus défavorables, là, marquer définitivement des pertes qui peuvent parfois être des pertes importantes, parce que ça m'arrive effectivement ça m'arrive toujours d'accompagner des épargnants qui ont parfois des centaines de milliers d'euros ou des millions d'euros à placer et à investir. Et malheureusement, là, dans ce genre de situation, ça peut être absolument désastreux. Donc, attention, c'est quelque chose qu'il faut, en tout cas, appréhender. C'est normal. Moi compris, on est tous soumis à ces biais et il faut absolument s'en détacher au maximum, notamment en déléguant la stratégie d'allocation ou les stratégies d'allocation de ces portefeuilles à des sociétés de gestion, voilà, ou à des professionnels. Parce qu'effectivement, faire un DCA, ça peut protéger un peu de faire ça et à ce moment-là, on n'y pense pas, mais c'est vrai que c'est compliqué. Alors quand on est dans des périodes comme en ce moment où tout est au plus haut, c'est assez facile. On a l'impression d'être le Warren Buffett de la bourse, mais quand ça va éclater, je pense que je suis pas sûr qu'on puisse continuer malgré tout à faire du DCA, à continuer à mettre dedans, et on le voit assez bien quand il y a des actifs un peu plus volatiles qui montent et qui descendent. Là, je pensais un peu au Bitcoin notamment là. Donc c'était assez facile de faire du DCA quand ça monte et on se dit on est très bien. Alors, en ce moment c'est au plus bas. On se dit est-ce que je vais vraiment continuer à en acheter? Et en fait ça permet d'éviter en déléguant ou en essayant de maîtriser ses émotions et de comprendre qu'on est peut-être dans une phase un peu basse. Je pense que s'occuper soi-même de tout son argent, c'est compliqué quand même. Oui, c'est beaucoup de charge mentale. Et donc voilà, je sais que les soignants, vous avez déjà une charge importante du côté de votre vie professionnelle et évidemment aussi de votre vie personnelle, comme tout le monde. Donc c'est quand même un peu piégeux. Et puis comme on le dit bien en médecine, on n'est jamais bon soignant pour soi-même, et c'est pour ça qu'on nous dit d'aller voir un autre médecin pour se soigner soi-même. C'est un peu la même chose aussi avec notre argent. Des fois, on n'est pas toujours très très bon pour ce qu'il s'agit de nos propres décisions financières, parce qu'on est blindé de biais cognitifs, et c'est comme ça qu'on peut se gameler, quoi. Absolument. Je reviens encore une fois sur le temps.
Tout à l'heure, effectivement, j'illustrais un petit peu le phénomène des meilleurs jours de bourse avec le temps, enfin le temps, je l'illustrais aussi avec le phénomène du DCA, tu disais Guillaume. Là, ici, c'est un autre graphique qui montre qu'effectivement, le temps, encore une fois, c'est votre meilleur allié. Et on illustre ici avec un indice MSCI World, donc action mondiale, la probabilité d'être en plus-value sur son portefeuille en fonction de la durée de détention. On voit que la probabilité est relativement importante, certes, mais pas non plus totale, sur 3 ans, 6 mois, 1 an, 5 ans. Mais plus le temps passe, plus cette probabilité effectivement d'être en plus-value sur son portefeuille est importante, et même elle atteint 100%. C'est-à-dire qu'ici, on a pris en fait les 40 dernières années de performance sur la MSCI World, et quel que soit le moment où on est rentré, à la veille de la crise de la bulle Internet en 2000, à la veille de la crise des subprimes en 2007-2008, à la veille de la crise Covid, etc., peu importe à quel moment on est rentré, même au plus mauvais moment, dès lors qu'on a au moins 14 ans, c'est même un peu moins de 15 ans, c'est 14 ans et quelques devant soi, alors les probabilités d'être avec son investissement en moins-value n'existent plus. Donc effectivement, là, c'est encore une fois pour illustrer ce phénomène de temps qui effectivement joue en votre faveur, joue en notre faveur d'investisseurs. Et donc, plus on commence tôt, ce qu'on disait tout à l'heure avec Camille et Dominique, plus on commence tôt, plus on profite évidemment de ce phénomène d'intérêt composé, et plus on profite effectivement aussi d'une probabilité de voir son investissement être une réussite qui est forte. Voilà pour les quelques bonnes pratiques qu'on peut recenser, disons un peu de manière générique. Quand on se lance dans l'investissement financier, il paraît quand même essentiel de parler effectivement de performance également. Est-ce que l'impact et les performances sont des phénomènes compatibles? Je vous ai repris encore un graphe ici. Alors ici, j'ai pris le MSCI Europe, donc un indice action européenne, et je l'ai comparé à un indice action Europe ESG Leader, donc avec un filtre environnemental, social et de gouvernance. Alors, c'est pas nécessairement ce qui se fait de mieux en termes de responsabilité, mais c'est déjà pour illustrer le fait que ajouter des filtres environnementaux, sociaux et de bonne gouvernance, c'est pas quelque chose qui dégrade la performance à long terme. Et on voit que dans le temps, entre ici 2014 et 2024, un investisseur qui aurait choisi d'intégrer un indice avec ces filtres-là surperforme quand même légèrement un investisseur qui aurait choisi l'indice global, plus diversifié, mais beaucoup moins responsable. Donc, il faut faire tomber cette idée reçue de « je fais le choix d'investir de manière responsable, donc je m'assois sur de la performance », c'est faux. C'est historiquement faux. Et par ailleurs, nous, notre conviction la plus forte chez Goodvest, notre credo, notre intime conviction, c'est que et là, c'est qu'une conviction parce que je connais pas le futur et on le connaît pas, mais c'est que cet écart, il va continuer à se creuser. Parce que, selon nous, la plupart des crises qui interviendront dans le futur, que ce soit des crises financières, économiques, macroéconomiques, géopolitiques, peu importe, quelles qu'elles soient, elles vont de plus en plus être liées à ce phénomène d'accélération du réchauffement climatique. Et selon nous, avoir les allocations les plus résilientes, les plus robustes, les plus en pointe sur ces sujets de responsabilité environnementale notamment, ça va être un vecteur pour nos allocations, à la fois de robustesse et de performance supplémentaire. Bon, encore une fois, performance passée ne présage pas des performances futures. Vous connaissez ça, vous l'avez entendu 1000 fois. Mais en tout cas, nous, c'est notre vraiment conviction la plus forte chez Goodvest. Ouais, et puis moi, je vois pas comment c'est possible qu'une entreprise dont la majorité de ses bénéfices sont liés à l'utilisation des énergies fossiles puisse continuer dans 30 ou 50 ans à être encore rentable quand tu vas avoir des énergies fossiles qui vont augmenter en termes de tarifs à cause de la pénurie. Pour moi, c'est impossible. Exactement. Et d'ailleurs, j'ai vu un chiffre assez
assez récent, peut-être que vous l'avez vu passer également. Il semblerait que désormais, plus de 93% des nouveaux projets en énergie renouvelable soient désormais moins coûteux et plus profitables que les projets d'énergie fossile, charbon, gaz, pétrole. Donc effectivement, je suis assez d'accord avec ce que tu viens de dire, Guillaume. Il me paraît aussi compliqué pour ces anciens modèles économiques de pouvoir dégager de la profitabilité à long terme. Et j'avais entendu une statistique, j'avais plus en tête, mais les investissements de la Chine, qui sont pourtant pas les plus philanthropes des pays, mais plutôt très axés finance et vue future, sont à des scores astronomiques dans le côté finance responsable, énergie propre, parce que, à mon avis, ils préparent la suite. Hein. Exactement. Alors effectivement, ils sont encore a priori sur des modèles où il y a beaucoup d'émissions de gaz à effet de serre, mais la transition est vraiment prise à bras le corps. Et la majorité des investissements sont faits en énergie renouvelable désormais. Et d'ailleurs, c'est même le pays qui tire le plus le monde dans l'accélération de la transition écologique. Les montants qui sont engagés par la Chine sont, je crois, 2 fois supérieurs à l'ensemble des investissements réalisés dans le monde. Donc effectivement, c'est un pays qui avance vite sur le sujet. Deuxième graphique sur les performances. Je vous ai à nouveau pris un MSCI World et plus un MSCI Europe. Et là, je vous ai pris 3 indices différents. Le orange, ici, qui est l'indice global standard non filtré. Ici, avec un simple filtre ISR, entre guillemets. Et ici, avec un filtre encore plus exigeant qui existe depuis l'accord de Paris sur le climat. PAB, ça veut dire Paris Align Benchmark. Hein, donc, c'est avec un filtrage encore plus important avec des entreprises qui respectent les trajectoires de réchauffement climatique prévues par l'accord de Paris sur le climat. Et donc, la question, à nouveau, est-ce qu'investir responsable, c'est faire une croix sur la performance? Alors, parfois, oui, on le voit clairement, sur 1 an, sur 3 ans, avec notamment toutes les tensions qu'on a connues depuis l'éclatement de la guerre en Ukraine, les difficultés à être approvisionné en énergie, notamment le gaz. Voilà, il y a beaucoup d'énergies fossiles qui ont pris beaucoup de valeur, et donc ça a été favorable, notamment à ces entreprises très liées aux énergies fossiles. Il y a eu aussi un contexte quand même de guerre, hein, qui a été favorable à des entreprises liées au monde de l'armement. On a vu beaucoup d'entreprises, et d'ailleurs en France, on a beaucoup d'entreprises importantes sur le sujet de l'armement, soit les Dassault qui sont très connus, mais il y en a d'autres, hein, Thales, etc. C'est des entreprises qui ont vraiment surperformé ces 2-3 dernières années dans ce contexte aussi de conflit un peu accru et accéléré. Mais même si on considère ces périodes 1, 2, 3 ans, quand on regarde à plus long terme, l'écart n'est pas du tout aussi évident en réalité. Hein, et donc en fait, voilà, ça, encore une fois, investir responsable, c'est pas nécessairement faire une croix sur la performance. Et même on voit alors l'accord de Paris sur le climat, c'était en 2015, mais ces indicateurs PAB avaient déjà été construits un petit peu en avance. Donc depuis 2012, sur 13 ans, 14 ans, en fait, l'investissement filtré Paris Align Benchmark surperforme l'indice global World, même si on prend ces 2-3 dernières années qui ont été très favorables à des industries disons néfastes comme l'armement, la production et l'extraction d'énergie fossile. Parce que ça, c'est quelque chose qu'on m'a déjà fait remarquer dans des commentaires quand j'ai fait un peu la pub du webinaire. On m'a dit ouais, mais bon, moi j'ai ouvert un truc chez Goodvest il y a 2 ans. Ça fait beaucoup moins qu'un MSCI World, mais en fait tu l'expliques ici. En fait, il ne faut pas regarder à 2 ans la performance, il faut regarder à long terme. Exactement. Alors évidemment, je ne dis pas qu'il faut jamais regarder et comparer, il faut le faire. Mais c'est pertinent d'établir des comparaisons
Surtout quand on est investi en actions. En fait, les marchés actions, il faut être investi au moins 8 à 10 ans. C'est l'horizon de placement minimum recommandé quand on investit en actions. Et donc, en fait, regarder sur 1 an, 2 ans, 3 ans, on peut le faire. Mais en fait, ça veut tout et rien dire. Ça aurait pu être l'inverse. Peut-être que dans un autre contexte, on aurait pu avoir des performances 2 fois plus importantes que la MSCI World. Ça aurait été super, mais ça aurait rien voulu dire. Et donc, c'est pareil dans ce sens-là. En fait, c'est pas du tout représentatif du potentiel de performance qui peut exister à long terme. Parce que là, on est passé par, effectivement, un cycle, une phase de cycle, une micro-phase de quelques mois ou quelques années, qui n'a pas été très favorable pour l'investissement dit responsable, clairement, notamment parce qu'effectivement, les entreprises qui sont exclues dans nos modèles sont des entreprises qui ont tiré la performance des marchés vers le haut de manière très importante, notamment parce qu'il y a eu un contexte aussi financier un peu problématique. On parlait tout à l'heure de l'inflation, ce que ça a impliqué, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, c'est que les taux d'intérêt ont beaucoup augmenté. C'est le levier principal qu'utilisent les banques centrales pour faire refluer l'inflation. Voilà, augmenter les taux d'intérêt, ça fait refluer l'inflation. Quand on augmente les taux d'intérêt, en revanche, on vient pénaliser des typologies d'entreprises qu'on appelle des entreprises de croissance. Et c'est souvent des entreprises, effectivement, on retrouve beaucoup d'entreprises de croissance dans l'univers de l'investissement responsable, des énergies renouvelables, de la mobilité bas carbone, de l'agriculture durable, etc., etc. Et la problématique de ces entreprises de croissance, c'est qu'elles financent leur croissance, notamment grâce à la dette. Et donc, quand les taux augmentent, le coût de leur dette ou le coût de leur capital augmente, et donc elles dégagent moins de marge. Donc, effectivement, on a eu un effet un peu problématique où les secteurs d'activité qui ont le mieux fonctionné ces 2-3 dernières années sont des secteurs qui ont été exclus par les acteurs les plus responsables. Et en plus de ça, ce phénomène de taux d'intérêt qui a augmenté notamment en 2022-2023 et un petit peu 2024, a pénalisé en plus les entreprises de croissance très fortement représentées dans le monde, encore une fois, de la transition écologique au sens large du terme. Donc voilà, le double effet qui se coule, mais double effet pas cool, en fait, pour notre thématique à nous. Voilà, encore une fois, maintenant, quand on investit, on est long terme, et à long terme, en tout cas, ce qu'on constate dans le passé, c'est qu'il n'y a pas une dégradation de la performance des indices les plus responsables par rapport aux indices globaux. Et j'en termine très rapidement, Guillaume, peut-être avec la méthode Goodvest, tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, alors c'est pas en 3 ans, pardon, j'ai pas mis à jour ma slide, mais Goodvest existe depuis septembre 2021. En tout cas, on a lancé notre offre en septembre 2021, donc ça fait à peu près 4 ans et demi. Et effectivement, aujourd'hui, on gère un peu plus de 250 millions d'encours sous gestion. C'est environ 15 000 clients qui nous confient presque 20 000 contrats actifs, assurance vie, PER, etc. Ça représente plus de 150 000 tonnes de CO2 économisées à ce stade. Et effectivement, par rapport à nos pairs dans le monde de la finance, c'est moins 27% d'impact sur la biodiversité terrestre. Et là, je vais trop vite avec mon scroll. Pas facile. Pas facile, mais j'y arrive. Le mantra de Goodvest, c'est effectivement de proposer la première épargne compatible avec l'accord de Paris sur le climat. Donc voilà, vraiment d'être en permanence, quelles que soient les conditions, aligné avec ce qui a été décidé en 2015, donc il y a plus de 10 ans désormais. En termes de trajectoire de réchauffement climatique, ça c'est vraiment hyper important, et de faire preuve d'une transparence radicale, aussi bien sur les sujets extra-financiers, notre méthodologie, la méthode qu'on emploie pour sélectionner les fonds d'investissement, mais également d'un point de vue financier, sur les frais, notamment. Voilà, la transparence, on en parlait tout à l'heure, c'est un élément hyper important, notamment pour accélérer l'éducation. Il y a plusieurs solutions d'investissement qui existent aujourd'hui. Les principales enveloppes proposées, vous les retrouvez ici. Assurance vie pour les mineurs, donc pour les enfants de moins de 18 ans, plan d'épargne retraite, livret d'épargne. À l'intérieur, évidemment, on va intégrer des gestions sous mandat en actifs cotés, actions et obligations. On va aussi intégrer des solutions de diversification. Ça peut être des actifs non cotés, comme des obligations non cotées, de l'infrastructure verte. Ça peut être aussi du private equity, de l'immobilier.
Ça peut être aussi parfois des produits structurés, qui sont des produits très spécifiques. On n'a pas le temps de s'y attarder aujourd'hui, mais voilà, qui sont des produits très, très spécifiques et qui peuvent avoir une utilité quand on investit. Et tout ça basé sur cette méthodologie dont je vous parlais tout à l'heure, qui permet d'exclure strictement certains secteurs les plus néfastes, d'aligner les portefeuilles avec l'accord de Paris sur le climat et d'avoir une empreinte carbone et une empreinte biodiversité la plus respectueuse possible. Carbone 4 Finance, c'est Jean Covici, non, ou rien à voir? Alors non, exactement, tu as raison Guillaume, c'est notamment Jean-Marc Jancovici qui est un des 4 cofondateurs de Carbone 4, c'est ça. le grand cabinet de Carbone 4 qui représente, je crois, ils sont 400 ou 500 consultants spécialisés en transition écologique aujourd'hui à Paris, notamment en grande partie. Et Carbone 4 Finance, c'est donc une filiale dédiée aux acteurs de la finance de Carbone 4. Donc oui, c'est effectivement Jean-Marc Jancovici, un des 4 cofondateurs de ce cabinet de conseil. Et puis effectivement, de l'épargne évidemment, mais on est un acteur récent avec effectivement une technologie qui nous permet de vous proposer des interfaces qui permettent de piloter de manière financière et surtout extra-financière, parce que avoir une interface qui permet de suivre l'évolution de sa performance ou le détail de son contrat, évidemment, tout le monde le fait. Mais sur les interfaces Goodvest, on a aussi accès à l'échelle de son portefeuille, à l'entièreté des émissions carbone de son portefeuille, l'intensité carbone globale de son portefeuille. On vous calcule un carbone impact ratio, idem avec la biodiversité. Donc, en fait, on a une transparence maximale, c'est-à-dire que nous, toutes les données qu'on collecte, qu'on achète et qui nous servent à construire les allocations de tous nos clients sont restitués à l'échelle de votre portefeuille pour que vous sachiez, vous exactement, quel est votre impact carbone, biodiversité. Et ça, c'est clairement la valeur ajoutée la plus importante de notre interface, bien sûr. Et voilà, j'avais promis que ce serait rapide, donc j'en termine. Peut-être s'il y a des questions, des réponses, des questions, je peux essayer d'apporter des réponses. Mais voilà. Merci. En tout cas. C'était très clair, merci beaucoup. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je n'ai pas vu de main levée durant le truc, mais vas-y Yann, je t'en prie. Oui, bonjour, merci pour cette présentation. Du coup, je vais vous interroger directement sur votre outil Goodvest parce que vous êtes présent. J'ai vu que du coup, dans les exclusions, et on en a reparlé, vous excluiez notamment l'industrie de l'armement, c'est ça, je crois. Est-ce que ça exclut aussi, par exemple, la défense? Comment on fait la différence entre ce qu'on peut espérer de vertueux dans la défense et de non vertueux? Ouais, c'est un vrai choix évidemment important. Effectivement, ça inclut également la défense. Et on comprend peut-être l'effort qui peut être poussé sur cette thématique-là, parce qu'il y a quand même un sujet de souveraineté derrière qui s'impose. C'est vrai que l'agression, notamment russe, sur les Ukrainiens et puis vis-à-vis d'autres pays européens depuis longtemps, implique évidemment, c'est un avis très personnel, mais implique évidemment une certaine défense de ce point de vue. Mais nous, effectivement, chez Goodvest, on considère que c'est pas à nous d'accélérer sur cette thématique, et on prend le parti d'exclure totalement la thématique armement et défense parce que elle est extrêmement carbonée. Et donc, dans un souci de cohérence, effectivement, avec cette mission initiale qui est d'avoir des investissements compatibles et alignés à l'accord de Paris sur le climat, en fait, on n'intègre pas du tout. Mais la question aurait pu se poser parce que peut-être que d'un point de vue de souveraineté, etc., ça peut faire sens. On a l'impression quand même, parce que sinon vous excluez quand même celles qui sont carbonées, ça fait partie des autres critères. Mais ça donne un peu l'impression, et je ne suis pas opposé par ailleurs, qu'il y a aussi une exclusion quasi morale. Je vois que vous avez aussi exclu ce qui était divertissement pour adultes. Oui, exactement. Alors effectivement, là, il y a une dimension morale derrière ça et éthique, plus que sociale et environnementale. Mais divertissement pour adultes, on va retrouver beaucoup de secteurs différents. Ça peut être les jeux d'argent,
ça peut être l'industrie pornographique, ça peut être voilà, tout ce type de secteur qu'on trouve derrière cette dénomination entreprise pour adultes, je sais plus comment on l'appelle, pardon. Divertissement pour adultes, c'est ce que vous avez dit. Adultes, merci. Mais effectivement, notamment, alors pour des questions éthiques, mais également pour des questions carbone, c'est vrai que notamment l'industrie pornographique, par exemple, fait tourner beaucoup de serveurs un peu partout dans le monde qui ont aussi un impact carbone non négligeable. Et donc, effectivement, il y a cette double dimension éthique, sociale, sociétale et également environnementale qui rentre toujours en ligne de compte. Absolument. Et après, j'avais 2 petites questions, mais je ne veux pas monopoliser la parole. Peut-être que je reviendrai après si les autres... N'hésitez pas, si on avait d'autres. Sinon, tu peux enchaîner, Yann. Alors, petite question, alors, parce qu'on a très rapidement survolé, plutôt en rigolant sur le Bitcoin. Alors, est-ce que vous proposez du Bitcoin? Est-ce que c'est réellement pas vertueux? Parce que j'ai eu vent d'idées qui disaient que c'était pas si catastrophique que ça non plus le Bitcoin? Alors oui, on l'exclut totalement, c'est-à-dire qu'on n'intègre pas dans nos allocations d'exposition à des cryptoactifs. Pas encore. Après, moi, j'avoue que je suis pas du tout expert de l'impact environnemental des cryptoactifs. Donc, voilà, ce que je dis n'a pas de valeur parce que j'ai une connaissance assez naissante du sujet. Mais effectivement, en tout cas, au-delà de cet aspect environnemental, on considère également qu'il y a des aspects réglementaires qui sont pas totalement cadrés encore aujourd'hui, notamment en Europe. Alors ça a quand même pas mal avancé, hein. Il y a un certain nombre de réglementations qui ont vu naître un cadre légal et réglementaire plus sécurisant pour les épargnants et les investisseurs depuis notamment 1 ou 2 ans. Voilà, c'est un petit peu early, c'est un petit peu tôt. Et puis, c'est l'investissement, encore une fois, là, à ce stade, vraiment atypique, exotique. Et donc, effectivement, nous, on n'a pas vocation à ce stade d'être très fort sur cette thématique-là, mais surtout d'être très fort sur le noyau central de la pyramide du patrimoine de nos clients, qui est effectivement des allocations robustes dans des enveloppes fiscales connues, maîtrisées, et puis alignées évidemment toujours avec les valeurs sociales et écologiques de nos clients. Alors justement, dernière question, ça fait la transition parce que et vous allez comprendre à quel point je peux être naïf sur le sujet. Est-ce que vous pourriez me donner des exemples du coup, parce que moi, j'avoue, les accords avec max 2 degrés, je croyais que c'était une utopie. J'ai l'impression que vous pensez que c'est réel. Est-ce qu'il y a un exemple concret de sociétés, d'entreprises dans lesquelles vous proposez d'investir, juste pour se faire un peu une idée concrète? Oui, bien sûr. Alors ça, c'est des éléments déjà que vous pouvez retrouver, Yann, sur le site de Goodvest. Et peut-être, si vous voulez, on peut y aller ensemble. Donc effectivement, sur la partie notamment, je pense, le site a été refait récemment, mais la partie impact. Alors, je peux peut-être partager mon écran, en fait. C'est un peu simple. Donc, je ne sais pas ce que tu en penses. Oui. Bon, voilà, je me suis rendu sur le site de Goodvest. Pardon, je vais retourner sur la page d'accueil. Donc, effectivement, on a une rubrique ici, impact, raison d'être, méthodologie d'investissement. Vous retrouverez notamment dans la méthodologie d'investissement un petit peu cet entonnoir que je vous ai présenté tout à l'heure, mais avec plus d'informations sur les exclusions, sur l'analyse de l'empreinte carbone, sur l'analyse biodiversité, etc. C'est pas tellement en lien avec votre question, Yann. Et sur la partie impact, par exemple, dans les thèmes d'investissement, effectivement, vous allez retrouver notamment la philosophie un petit peu du thème d'investissement, qu'est-ce qu'il peut y avoir derrière, et quelques exemples de projets financés. Alors, on met en général que 3 exemples par thématique ou par fonds. On pourrait en mettre plus, mais effectivement, l'idée, c'est de donner des exemples concrets. Donc, effectivement, vous avez typiquement,
par exemple, des entreprises comme SNCF Réseau. Alors là, c'est pas une entreprise cotée SNCF Réseau, alors c'est une entreprise publique où en fait elle est financée à travers des actifs obligataires. C'est-à-dire qu'on va intégrer derrière la thématique transition écologique des fonds obligataires, des obligations qui permettent de financer des projets de SNCF Réseau. Alors c'est souvent des obligations, d'ailleurs chez Goodvest, c'est exclusivement ce qu'on appelle des green bonds, donc des obligations vertes, qui sont des obligations qui n'existent qu'en Europe par ailleurs. Et donc c'est pour ça que notre exposition géographique obligataire, elle est uniquement européenne, parce qu'on n'utilise que des green bonds. Ça nous permet comme ça d'avoir effectivement accès à une traçabilité et à une méthodologie d'utilisation des financements obligataires qui sont levés. Et donc voilà, on sait que SNCF Réseau, quand ils vont lever de l'argent à travers les green bonds que nous on sélectionne, ça va être pour rénover, les lignes de chemin de fer, etc. Et évidemment accélérer la mobilité bas carbone, ou en tout cas ne pas faire en sorte qu'elle se dégrade par ailleurs. Donc voilà, il y a quelques exemples qui peuvent être comme ça disponibles directement sur le site de Goodvest. L'éolien, je vois là. Oui, exactement. Alors ça, c'est des exemples parlants. Après, effectivement, par ailleurs, nous, on n'a pas. Vous avez certains fonds d'investissement qui, notamment des fonds actions, dans lesquels vous allez retrouver des sociétés qui sont pas directement liées à des éco-activités. C'est possible. Vous allez parfois retrouver des fonds d'investissement, notamment quand on sélectionne des trackers, ces fameux ETF, fonds indiciels, qui sont des fonds qui répliquent la performance des indices financiers, qui ne sont pas gérés activement par des gérants de fonds. On va retrouver des paniers. Alors, ils sont filtrés, bien entendu, avec des filtres notamment SRI et PAB. On a vu tout à l'heure, PAB, Paris Online Benchmark. Mais parfois, vous avez certains secteurs d'activité. Alors, évidemment, pas de secteur exclu ou néfaste, mais je ne sais pas, vous pouvez retrouver des sociétés financières, des banques françaises ou européennes. Donc ça, c'est pas ce qui se fait de mieux en termes de éco-activité, évidemment. Néanmoins, ça participe aussi à la diversification des portefeuilles, à une meilleure maîtrise des portefeuilles de nos clients. Et sur la partie cotée, il nous semble essentiel, effectivement, par ailleurs, de se dire que, en fait, un monde à 2 degrés, c'est pas un monde dans lequel on va avoir que des éoliennes et des panneaux solaires. C'est un monde dans lequel on va avoir aussi tous les pans de l'activité économique et tous les secteurs qui vont avoir fait leur transition. Et donc, effectivement, avoir des secteurs qui ne sont pas directement liés à des éco-activités, mais qui sont peut-être les meilleurs acteurs de leur secteur en termes de transition, ça a du sens aussi dans une accélération de la transition globale. Mais ça, c'est des éléments, et sans spoiler quoi que ce soit, qui seront largement abordés par ma collègue Garance Guillaume. C'est ça, c'est ce que j'allais faire la transition aussi en disant que le prochain webinaire, il va être sur ça. Sur c'est quoi, en fait, sur chaque pan de la pyramide patrimoniale, comment on fait pour sélectionner des entreprises qui ont à vocation à maintenir notre planète à plus 2 et pas que ça dérape à plus 5 ou plus 7 comme on est en train de le faire là. Et ça, Garance, donc qui est effectivement analyste extra-financière ESG chez Goodvest, c'est vraiment la spécialiste de ces sujets, justement, comment on sélectionne, comment on s'assure que l'investissement est vraiment responsable. Et là, je pense qu'avec Guillaume et Garance rentreront vraiment dans ce détail extra-financier de la construction des allocations. Quoi, diète. Voilà, Chariane, désolé, j'ai un petit peu botté en touche. En tout cas, il fait preuve d'une précision qui aurait pu être meilleure, mais encore une fois, moi, c'est pas mon expertise principale chez Goodvest. Et chouette, l'objectif était vraiment que tu nous expliques aussi les bases de la finance et des bonnes pratiques, ce qui a été fait. Et après, moi, ce qui était intéressant aussi, c'est que ce soit aussi dit par des interlocuteurs dont la préservation de l'environnement et des risques sociaux soit la priorité, quoi. Donc c'est chouette. Merci beaucoup en tout cas de ton intervention, de la clarté pour laquelle tu nous as exposé tout ça. Et puis on a hâte de retrouver Garance pour rentrer un peu plus en détail dans la construction des allocations, comment on fait pour choisir des entreprises vertes.
des entreprises qui soient en accord avec nos valeurs de soignants, parce que nous on les voit, hein, les dégâts environnementaux dans notre pratique, que ce soit dans les problèmes cardio-respiratoires, psychosociaux et autres. Et c'est pas possible de continuer à financer des entreprises qui malheureusement alimentent les maladies de nos patients, quoi. Eh ben, écoute, je suis tout à fait aligné et je te remercie pour ton invitation aujourd'hui, Guillaume. Merci à vous qui étiez présents, voilà, d'être resté jusqu'au bout. Et puis évidemment, moi, je reste disponible. N'hésitez pas à poser vos questions à Guillaume, qui peut-être les relaiera si vous en avez d'autres. Voilà, n'hésitez pas. Chouette. Merci beaucoup à tous. Et belle journée. Et à très vite. Ouais, merci beaucoup. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci Félix encore. Tac. Je l'appelle.